Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier rendez-vous de la rentrée du Club des Petites Villes de demain. On est très heureux de vous retrouver nombreux pour ce mois de septembre. Alors c'est un premier rendez-vous un peu particulier puisque c'est une séance qui était initialement prévue le 6 juillet 2021 dans le cadre de la semaine thématique sur les patrimoines et la culture. Malheureusement, pour des raisons techniques, on avait dû annuler cet atelier. On vous avait promis qu'on vous retrouverait rapidement. Donc, merci beaucoup à ceux qui avaient prévu de participer en juillet, qui sont là aujourd'hui, et à ceux qui nous rejoignent dans tous les cas. Donc, nous allons pouvoir bénéficier de nombreux intervenants qui sont autour de moi aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à la Fédération des parcs naturels régionaux, Petites cités de caractère, le ministère de la Transition écologique. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Je salue aussi l'école de Chaillot, sa directrice adjointe Delphine Aboulker et Véronique Villano, qui n'ont pas pu se joindre à nous alors que c'était prévu en juillet, mais dont un enregistrement sera mis à disposition dans les semaines à venir, puisque les élèves de l'école de Chaillot réalisent, dans le cadre de leur formation post-master, un projet architectural et urbain chaque année, et déjà 57 communes petites villes de demain ont pu en bénéficier, et ça peut aussi intéresser certains d'entre vous potentiellement. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des méthodes innovantes pour révéler votre patrimoine de votre ville, de votre territoire. C'est comme on l'avait vu en juillet lors de la semaine thématique, la thématique des patrimoines de la culture au sens large, ça permet la création de sens collectivement, de bâtir un récit commun qui sont des réels leviers d'attractivité pour vos territoires. Et qui nous interpelle aussi sur la durabilité des modes d'habiter et du sens de vivre à un endroit plutôt qu'à un autre. Et ça peut être d'excellents points, en tout cas on en est convaincus au sein de la direction de programme Petite Ville de demain, d'excellents points d'entrée pour la construction de votre projet de territoire, étape dans laquelle vous vous engagez maintenant dans le cadre du programme. Et c'est pour ça qu'il nous semblait intéressant de s'y attarder un petit peu. Donc à l'heure actuelle, plus de 1200 communes ont signé leur convention d'adhésion et entrent donc en phase de préparation de leur convention cadre, leur projet de territoire valant opération de revitalisation des territoires. Certaines communes vont aller vite, ont déjà bien préparé cela. D'autres sont encore au démarrage. Donc, quelle que soit l'étape où vous en êtes, les outils qui vont vous être présentés aujourd'hui nous semblent pouvoir vous être utiles. En effet, et je vais juste prendre quelques minutes pour vous contextualiser ça dans le cadre du pilier ingénierie du programme Petite Ville de demain. Donc, c'est une infographie qui a déjà été diffusée, en particulier dans la note de suivi de juillet dernier et que vous pourrez retrouver en ligne. Le pilier ingénierie du programme s'articule autour de 4 grands volets. Le fait de mobiliser un collectif d'acteurs, un écosystème autour de vous, c'est l'installation de la gouvernance. On renforce les équipes auprès des élus, notamment via le financement d'un chef de projet, mais également, par exemple, par le soutien financier à l'emploi d'un manager de commerce, d'un volontaire territorial en administration, ou encore de conseiller numérique, ou encore d'un étudiant en thèse, par exemple. Et puis, vous allez également pouvoir bénéficier de soutien pour bâtir votre projet. Pour ça, il y a des subventions de la Banque des territoires, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et également pour le volet habitat de l'Agence nationale de l'habitat qui vont pouvoir venir en subvention financer donc des prestations que vous souhaiteriez solliciter, qui peuvent mobiliser leur marché à bon de commande. Le CEREMA également, partenaire, peut intervenir. Donc ça, c'est un peu les outils génériques, si je peux dire ainsi, en tout cas, qui sont vraiment accessibles à toutes les petites villes de demain. Et à côté de ça, il y a des dispositifs un peu plus spécifiques, ad hoc, un peu des modules, des façons de faire un peu sur étagère, s'ils me permettent ce mot-là. Je pense qu'ils me contrediront, mais justement, on est toujours sur du sur-mesure, mais en tout cas, des outils un peu spécifiques pour travailler sur la question du patrimoine, qui peuvent venir compléter justement ces démarches de soutien qui sont prévues dans le programme. Donc voilà, je voulais juste insister un peu là-dessus. Vous avez la possibilité de bénéficier de
soutien financier pour recourir à des appuis pour bâtir votre projet de territoire ou pour de l'AMO sur des sujets spécifiques, vous pouvez solliciter le CEREMA sur des missions également pour vous accompagner. Bien évidemment, les agents d'urbanisme, les CAE et l'ensemble des partenaires sont également à votre disposition et à vos côtés pour tout ça. Et puis, en plus de ça, vous avez des petites pépites que vous pouvez aller chercher en fonction de vos souhaits et de vos besoins que nous allons découvrir aujourd'hui. Donc, pour présenter les 3 pépites du jour, je vais laisser la parole à nos 3 intervenants. Donc, Fabien Hugo, qui est chargé d'études ateliers territoriaux à la Fédération des parcs, qui va vous présenter les ateliers hors les murs. Sarah Nabil Caillou, chef de projet aménagement et urbanisme au bureau des stratégies territoriales du ministère de la Transition écologique, qui vous présentera les ateliers des territoires, notamment les ateliers des territoires Flèche. Et enfin, Franck Buffetot, architecte, qui va vous présenter les ateliers de révélation de l'association Petite Cité de Caractère et avec le soutien actif de Laurent Mazurier, directeur de cette même association, qui va pouvoir répondre à vos questions que vous pourriez avoir dans le chat. Comme toujours, toutes les questions que vous pouvez vous poser, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions-réponses. On y répondra au fil de l'eau. Et puis, à l'issue de ces 3 temps de présentation, on aura un temps d'échange qui nous mènera jusqu'à 15 heures. Donc, merci beaucoup à nos 3 intervenants de bien vouloir plancher selon une structure imposée, à savoir une présentation du dispositif, une illustration par un cas concret et enfin, comment accéder au dispositif. Voilà, donc je vais céder la parole à Fabien Hugo qui va vous présenter les ateliers hors les murs. Oui, merci Juliette pour cette belle introduction. Vous m'entendez correctement? Fort et clair. Formidable. Donc nous, on voulait vous présenter un dispositif qu'on expérimente depuis maintenant 2018 dans les territoires de parcs naturels régionaux. C'est un dispositif qui est inspiré de l'expérience de l'école d'architecture de Nancy, donc qui organise ce type d'atelier depuis 2005 et qui permet en fait à des étudiants en architecture, donc des étudiants de niveau Master 2, c'est-à-dire des étudiants qui sont quasiment des professionnels, de s'immerger pendant une semaine entière dans un village de parc naturel régional. Donc pendant une semaine, les étudiants, ils arpentent les rues, ils rencontrent les habitants, les associations, les commerçants, les agriculteurs, ils s'imprègnent de la culture locale, du patrimoine, etc. Et à la fin de la semaine, passé cette immersion, ils produisent des orientations de développement qui restituent devant le conseil municipal, qui est parfois élargi aux habitants. Voilà. Donc cette méthode, celle de l'immersion, c'est l'idée de se dire on va faire de l'urbanisme, on va faire de l'aménagement, on va travailler sur la revitalisation à partir d'une expérience et d'une expérience qui est habitante. Voilà. Donc on a soutenu ces ateliers de l'école d'architecture de Nancy pendant 10 ans et on a décidé d'aller un petit peu plus loin en ajoutant une contrainte qui finalement n'en est pas une, c'est plutôt une richesse, qui est celle d'associer des écoles de disciplines différentes. C'est-à-dire que au lieu d'avoir 15 architectes sur une commune, on souhaite proposer à des étudiants, qui soient sociologues, qui soient économistes, écologues, anthropologues et d'autres disciplines encore, de s'investir dans ces ateliers. Voilà. Donc l'objectif de ces ateliers, c'est vraiment de sortir de cette vision qui est sectorielle et donc qui est partielle, qui par exemple peut être celle de l'architecture, qui peut être celle du paysage, pour aller plutôt vers une lecture pluridisciplinaire du territoire et donc pour répondre à des enjeux qui sont complexes et transversaux. Voilà. Donc cette expérimentation, elle a du sens parce qu'aujourd'hui, on a soutenu près de 30 ateliers, donc depuis 2018, dans une vingtaine de parcs naturels régionaux, avec à chaque fois donc 2 écoles de disciplines différentes, parfois 3. Et au total, c'est entre 6 et 800 étudiants à peu près qui ont été immergés donc, depuis 2018 dans une petite ville ou dans un village pour réfléchir à des scénarios prospectifs. Voilà. Alors, on présente souvent ces ateliers comme un dispositif qui est gagnant-gagnant. Pour les écoles, il ne faut pas oublier que c'est une action qui s'inscrit dans un processus qui est pédagogique et ça permet de confronter donc des étudiants à la complexité d'un territoire. En croisant d'autres disciplines, avec donc l'idée de développer une approche qui est plus globale et de formuler une réponse qui soit plus uniquement sectorielle et donc partielle. Voilà. Pour les collectivités, et notamment pour les petites villes de demain, c'est une opportunité de bénéficier d'un accompagnement
en ingénierie, d'une analyse approfondie des spécificités et des atouts du territoire, notamment sur le patrimoine, par exemple, et de mobiliser l'ensemble des acteurs locaux, donc à la fois les élus, à la fois les habitants, à la fois les professionnels, les commerçants, les associations, tout ça pour participer à l'émergence d'un projet de développement local qui est partagé. Donc ces ateliers, ils apportent une expertise qui est originale. Elle permet de bouleverser les regards sur un territoire et donc pour pouvoir enclencher et même déclencher des projets qui sont innovants. Voilà. Donc les étudiants, ils peuvent produire des croquis, ils peuvent produire des maquettes, ils peuvent produire des vidéos. Tout ça, ce sont des supports qui sont très stimulants, qui invitent au débat, en tout cas. Donc nous, de ce qu'on a pu voir sur les différentes expériences qu'on a menées, c'est que ces ateliers, c'est vraiment un souffle nouveau pour les communes qui accueillent des étudiants. C'est un événement aussi, d'avoir une quinzaine, une vingtaine d'étudiants qui viennent dans une petite ville. Ça permet donc de faire connaître le territoire, notamment auprès des jeunes. Ça permet de faire de la communication aussi, avec des articles de presse. Et cet événement, il a pour objectif de générer des idées qui sont originales, qui sont ambitieuses, qui nous bousculent parfois aussi, notamment grâce à ce statut d'étudiant qui, selon nous, permet d'aller un petit peu au-delà du possible. Voilà. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui ont participé à ces ateliers hors les murs. Pardon, il y avait un petit camion qui passait. Donc, il y avait des étudiants qui ont participé à ces ateliers hors les murs il y a quelques années, donc entre 2018 et 2019, et certains d'entre eux sont devenus chefs de projet Petite Ville de demain. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, ils nous recontactent pour organiser à nouveau un atelier hors les murs sur une petite ville. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu l'esprit de ces ateliers. Ce qu'on voulait aussi vous montrer, c'est un retour d'expérience. Et donc, le mieux pour ça, on s'est dit que c'était de faire témoigner directement une petite ville qui avait bénéficié d'un atelier hors les murs, également d'étudiants. Donc, on vous propose une petite vidéo qui dure 4 minutes à peu près, en avant-première, qui n'a pas encore été publiée, et qui parle du coup des résultats d'un atelier qu'on a mené en février 2021. Merci beaucoup, Fabien. Effectivement, regardez cette vidéo avec le témoignage. Je me tais de Lydie Barbeau, donc la maire de Plombières-les-Bains, qui a pu participer à la séance d'ouverture de notre semaine thématique patrimoine. Donc, on va voir. Merci beaucoup pour cette vidéo qu'on est heureux de vous partager. Et Louise, je me tais. C'est une perle architecturale, c'est la ville aux 1000 balcons, tout le monde la connaît sous ce petit surnom. C'est une ville qui a eu évidemment son heure de gloire, adorée par un empereur qui en a fait sa villégiature. C'est une ville qui a une histoire de plus de 2000 ans, qui a eu des hauts et des bas. Depuis les années 80, il y a un lent déclin qui s'est amorcé avec la fermeture des industries, la perte de certains commerces, la fermeture des écoles au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a 1650 habitants, on ne veut pas en perdre un de plus et c'est le moment de se remettre en question, d'imaginer l'avenir. Alors l'avenir, c'est 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire 30 ans. On a imaginé avec un collectif, un petit collectif, au début on était 7, et un projet pour notre ville et le collectif s'est étoffé. 12, 15, 18, 20 et après ça n'a plus jamais arrêté. Jusqu'à quand on est arrivé au moment des élections, il y a 180 personnes qui étaient mobilisées. Les habitants se sont retrouvés, on a organisé des rendez-vous identifiés, repérés, où on réfléchissait entre habitants pour savoir on a envie de quoi, on aurait besoin de quoi sur notre territoire. Et on a réfléchi sur les thématiques qui nous intéressaient pour Plombières. Les grandes thématiques que sont la santé, que sont l'environnement, que sont la revitalisation du centre-bourg. Et là, c'est là qu'on s'est approprié le projet de revitalisation. Il manquait une vision un peu plus globale, un peu plus générale. Partant de la dynamique qui se mettait en place au niveau de la commune, l'idée nous est venue de commencer à reposer un peu toutes les bases de ce vers quoi Plombières pourrait tendre, en exploitant au mieux bien sûr ce qu'on connaît, on disait le patrimoine, la notoriété, les termes, mais aussi tout le reste de Plombières, le plateau, les villages, les paysages, et pas que le paysage de la vallée. Donc un des partenaires les plus importants de ce projet de revitalisation, c'est le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Rapidement, ils nous ont proposé un dispositif dont on est tombé amoureux tout de suite.
C'est la résidence d'étudiants hors les murs qui croisait deux écoles, une école d'Angers et une école parisienne, des paysagistes et des urbanistes. C'est vrai que c'était le premier projet qu'on présentait à des commanditaires. Ça faisait vraiment un projet vraiment sérieux et professionnel avec des commanditaires réels et une interaction réelle. Enfin, moi j'ai découvert une nouvelle région, de nouveaux paysages et on était vraiment très bien accueillis. Derrière, il y avait vraiment des vrais enjeux et des actions menées en fait par la ville ou les commanditaires par rapport aux propositions qu'on faisait. Donc on les a accueillis en février, une semaine à Plombières, en plein confinement. C'était assez sympa d'ailleurs. Ils ont apporté leur œil neuf, leur œil jeune. Ils ont appuyé là où ça faisait mal, vraiment. Ils ont détecté tout de suite les points faibles de Plombières et ont proposé des solutions. Des solutions à court terme et des solutions aussi à très très long terme. Ce qui a été proposé, c'était de faire une carte participative. Changer le revêtement au sol de la départementale. Une ferme expérimentale au niveau des plateaux. Un festival des comptes. D'enlever toutes les places de parking. Un centre de formation, de mettre en valeur l'eau qui coule par exemple dans le centre-bourg. Et on a présenté le projet au conseil municipal, au PNR, aux habitants, aux financeurs. On a vraiment senti l'engouement sur ce qu'on allait proposer. Je sais qu'il y a une phrase de la mairesse que j'ai retenue où en fait à la fin de la présentation, elle a dit après cette présentation, en fait, elle est encore plus fière d'être plombinoise qu'avant. Donc ça a vraiment montré qu'on a pu leur montrer des choses nouvelles et c'est une immense fierté. On a vraiment un projet cohérent qui est bien entré en résonance avec notre projet participatif et aussi avec le projet urbaniste qui avait été fait avant qu'on arrive en municipalité. Le projet Petite Ville de demain amène tout un tas d'outils qu'une municipalité comme Plombières ne pourrait pas s'offrir. Des moyens en ingénierie, des moyens financiers, des moyens humains aussi sur des points spécifiques. Et ça va nous permettre d'avoir cette partie de transition vers le Plombières de l'avenir. Merci beaucoup Fabien de nous avoir partagé cette vidéo. Peut-être de manière assez brève, puisqu'on a encore deux dispositifs à découvrir, si vous pouvez nous expliquer comment on accède à ce dispositif d'atelier hors les murs. Oui, donc c'est vrai que jusqu'à présent, c'était un dispositif qu'on proposait aux petites villes et aux villages de parcs naturels régionaux. Et nous, ce qu'on propose dans le cadre du partenariat qu'on a avec la NCT et sur le programme Petites Villes de demain, c'est d'élargir ce dispositif à l'ensemble des petites villes de demain. C'est-à-dire que toutes les petites villes de demain peuvent en bénéficier, qu'elles soient dans un périmètre de parc ou en dehors. Et donc, tout dans cet esprit, ce qu'on propose, c'est mettre en place une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on peut vous aider à identifier une problématique, à identifier des écoles qui sont volontaires, à accompagner la recherche de financement, qu'ils soient nationaux ou locaux, mais aussi contribuer à la valorisation de l'atelier. Voilà. Et donc, une dernière chose, on a publié un travail de capitalisation des 15 premiers ateliers qu'on a organisés, qui est disponible en ligne, notamment sur la petite fiche offre de service de la NCT. Et donc, on est en train d'actualiser ce document, qui sera publié d'ici la fin de l'année, a priori, avec une trentaine d'expériences qui sont reprises, dont l'expérience de Plombières-les-Bains que vous venez de voir. Voilà, donc on a déjà commencé à accompagner quelques petites villes de demain, avec de nombreux ateliers qui vont se dérouler au premier semestre universitaire, donc à partir de septembre. On a un atelier qui va commencer à la fin du mois, là, dans les Pays de la Loire. Voilà. Donc, je crois que Juliette a mis quelques liens supplémentaires dans la discussion. Héloïse même, j'aurais dû la présenter, Héloïse Thibault, au sein de la direction de programme qui pilote de main de maître le club des petites villes de demain et qui se cache derrière le direction de programme. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc on est à votre disposition, donc moi-même et Nicolas Sana également qui s'occupe de ces ateliers avec moi. Merci beaucoup à tous les deux. Bonjour à Claudie Jaillet, donc chef de projet à Plombières, qui visiblement n'avait pas encore vu la vidéo. Donc j'espère que ça lui a plu. En tout cas, voilà, on espère que ce dispositif, donc atelier hors les murs, pourra vous intéresser. C'est vrai que c'est toujours intéressant de mobiliser un groupe d'élèves. Ça permet d'avoir un regard frais, de poser aussi les questions de manière très ouverte et puis vraiment de nourrir un projet de ville, un projet de territoire. Donc si vous vous êtes intéressé, et je reviendrai dessus, n'hésitez pas à consulter la fiche
sur la plateforme de référence des différentes aides Petites Villes de demain et à solliciter la Fédération des parcs. En tout cas, on sera heureux de suivre tous les projets qui en sortiront. Je vais sans plus tarder passer la parole à Sarah Nabil Caillou du ministère de la Transition écologique pour nous parler d'un autre dispositif dont le nom ressemble un peu mais qui n'est pas du tout la même chose, qui sont les ateliers des territoires. Sarah, je vous laisse la parole. Donc pareil, présentation du dispositif, un cas concret et puis comment accéder à ce dispositif. Oui, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Alors effectivement, je vais vous présenter l'atelier des territoires et plus particulièrement la modalité Flash qu'on a développée il y a 2 ans à la base d'un atelier des territoires qui existe en fait depuis 15 ans. C'est bien, je fais 15 ans déjà. Et alors l'atelier des territoires dans cette démarche nationale, c'est une démarche qui est portée par le ministère de la Transition écologique et plus particulièrement la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature. Je vois que mon son est mauvais, donc je vais essayer de parler un peu plus dans le micro. Alors, est-ce que si je parle comme ça, vous m'entendez? Le son est toujours pas terrible. Donc, je pense que je n'ai pas vraiment le choix. C'est mieux comme ça, cela dit. Si. C'est mieux comme ça? Oui. Merci Alors, beaucoup. je continue. Donc, comme je le disais, la démarche nationale, en fait, elle est issue d'un appel à manifestation d'intérêt sur un thème qui est national. Cette modalité de la démarche, elle est depuis 2 ans. C'est quelque chose d'assez gros, en fait, dans lequel on fait des ateliers qui durent généralement de 8 mois à 1 an. Donc ici, vous pouvez voir en gros sur la carte. Et de cette démarche sont nés les ateliers à la carte, parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de territoires qui avaient des sujets spécifiques et pas vraiment thématiques. Et donc, on a quand même voulu aider en déclinant la démarche sur 2 modalités. Donc, il y a d'abord l'atelier local, qui est une formule longue, qui dure à peu près le même temps qu'un atelier national et qui est assez lourde à porter, et une démarche plus courte, qui est celle de l'atelier Flash, qui dure en fait de 2 à 3 mois, avec 2 à 4 jours sur le terrain. Donc, ces 2 à 4 jours sur le terrain, c'est ce qu'on appelle l'atelier. Alors, en fait, l'atelier des territoires, c'est répondre à une problématique en fait, de questionnement d'un territoire en mettant à disposition une équipe pluridisciplinaire de haut niveau, en fait, d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, sociologues. Enfin, on a tous les types d'équipes, mais toujours avec un architecte ou un urbaniste ou un paysagiste mandataire. Qui travaille en fait sur le territoire, qui s'approprie le territoire et qui vient ensuite animer un atelier sur le territoire avec tous les acteurs qu'on identifie comme pouvant en fait faire avancer le projet. Donc, effectivement, vous avez cette démarche d'atelier de territoire Flash qui vous est décrite ici, avec une première phase qui est la phase d'appropriation qui se déroule à distance, donc pendant laquelle l'équipe qui a été désignée en fait, pour s'occuper de ce territoire va appeler la maîtrise d'ouvrage qui est dans ce cas l'ADBT ou l'ADRIAL, mais également les collectivités en fait, qui sont investies dans cet atelier et qui sont porteuses en fait, des problématiques du territoire et en fait de toute la richesse du territoire qu'on veut faire émerger. Donc, à partir de cette phase d'appropriation, on fait une synthèse des enjeux, on cible la problématique et on vient en fait animer un atelier sur place pendant ça peut être 2, 4 jours, voire parfois 1 semaine en fait, quand on a des ateliers un peu complexes. Et pendant cet atelier, on arpente le territoire, on fait un diagnostic collectif qui peut être à pied, en bus, en vélo, c'est déterminé au fil de l'eau. On a des séances de travail collectif, des cartes, des brainstorming, en fait, des tables rondes. Et en fait, on discute ensemble, on échange à la fois lors de temps de travail, mais également lors de temps plus conviviaux qui peuvent être
des repas ou même le soir. Et en fait, tout ça nous fait arriver à un projet en fait, qui peut prendre la forme d'une feuille de route, d'une stratégie commune partagée. Et en fait, toute cette matière-là, elle va être traitée par cette équipe pluridisciplinaire qui ensuite fait une restitution au territoire sous forme d'un livrable qui peut être également très libre. Donc, ça peut être une feuille de route qui est partagée, une carte de synthèse, ça peut être une vidéo donc, avec des livrables également diffusables au grand public. Mais en tout cas, on se retrouve avec une stratégie à l'échelle d'un territoire et à l'échelle à la fois de quelque chose qui peut être très circonscrit comme je sais pas, une place, un bâtiment ou des parcelles agricoles, mais qui a toujours une échelle territoriale en plus. Alors, pour vous illustrer ça, j'ai deux exemples. Alors, un pour en fait, les enjeux et les actions qui ont été engagées dans l'atelier, et un second pour vous faire part un peu plus de la méthode et du déroulé d'un atelier, et ce qui peut se passer dans un atelier. Donc, le premier atelier que je vous présente, c'est un atelier qui s'est passé en Normandie, dans une commune qui s'appelle Vire-Normandie, le regroupement de 5 anciennes communes. Et en fait, ils sont venus voir avec une problématique de cet ancien EHPAD qui est en sortie de ville, qui était un bâtiment patrimonial très fort en fait, de la ville. Et ils voulaient l'inclure dans un projet de territoire global, définir en fait la programmation du bâtiment qui était vacant. Mais tout ça en l'incluant dans un projet urbain très partenarial, en faisant intervenir tous les acteurs susceptibles de prendre part à ce projet. Donc, cet atelier il a été tenu par deux équipes qui étaient à l'époque dans le palmarès des jeunes urbanistes, qui est également porté par le ministère de la Transition écologique. Et les leviers qui ont été déterminés pour en fait résoudre cette question de la programmation pour ce site de l'ancien EHPAD ont été d'abord de traiter la problématique du grand paysage, donc de prendre vraiment le projet dans une conception beaucoup plus large pour ensuite travailler la programmation particulière. Et cette programmation, elle a été pensée comme mixte et phasée en fait sur le temps. Donc, on est arrivé à mettre les gens autour de la table, à se dire en fait ce qu'il était intéressant d'apporter à le bâtiment et également dans quel temps. Là, on a le court terme, le moyen terme et le long terme de l'urbanisme en fait, qui est à l'œuvre. De voir dans quel temps on pouvait faire cette programmation. Donc, tout ça, ça s'est accompagné de détermination de la gouvernance en fait, et de phasage de ces acteurs entre eux également. Et c'est ça qui les a beaucoup aidés en tout cas, dans cet atelier. Et il y a des actions très concrètes qui ont été engagées. Donc, à court terme, comme je vous dis là, une promesse de vente en fait, qui a été le déclencheur de cette programmation, la mise en place d'une gouvernance et ensuite une stratégie d'urbanisme transitoire qui a été là apportée par en fait l'équipe pluridisciplinaire qui était notamment spécialisée sur l'urbanisme transitoire. Si on passe à l'exemple d'après, c'est un atelier flash qui a eu lieu là à Saint-Verdun. On avait une problématique assez classique de l'évaluation du centre ancien, donc, qui sont les thèmes récurrents de l'atelier des territoires en fait. Et là, vous pouvez voir qu'il y a 2 jours en fait, d'animation sur le terrain, pendant lesquels on a les élus, les services techniques de la ville, des acteurs qui ont été sélectionnés en fait, par l'équipe de la DDT et les élus. Et ici, ils ont fait une découverte à pied du site, un déjeuner, un échange qui en fait a été le cœur de l'animation de cet atelier, et en fait des séances de travail. Et le deuxième jour, on avait les mêmes acteurs qui ont pu faire la synthèse et restituer en fait l'ensemble des enseignements de cet atelier
avec l'équipe pluridisciplinaire. Et donc, si on passe à la diapositive suivante, vous pouvez voir là un extrait de la restitution. Et en fait, les typologies d'intervention qui ont été retenues pour traiter ces îlots dégradés, ce centre ancien. Et en fait, on voit qu'on est sur des problématiques à la fois très architecturales, donc vraiment dans le détail des bâtiments et des îlots, et à la fois une conception beaucoup plus territoriale d'un site, et qui peut aller en fait jusqu'à des échelles très grandes de parcs naturels, par exemple. Et ça sur tous les sujets. Donc, c'est une conception très large du territoire, de ce qu'on peut faire sur un territoire et des acteurs qui peuvent être mis en relation et qui peuvent travailler ensemble sur le territoire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà à me les poser là et ensuite à me contacter directement, sachant qu'en fait, un atelier de territoire, ça se met en place avec une DDT ou une DRIAL. Donc, vous aurez forcément à en fait, mettre en place ce qu'on appelle une fiche de renseignement pour la candidature avec une DDT ou une DRIAL. Mais vous pouvez toujours me contacter si vous avez. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation. Le son, effectivement, était mieux sur la deuxième, une fois l'oreillette retirée, mais on a bien compris. Il y a eu quelques questions posées dans le chat, donc j'invite tous ceux qui en ont à les poser en questions-réponses. Du coup, si ça vous convient, on va continuer comme ça avec la troisième présentation, puisqu'il permettra de poser ensuite les questions qui s'adressent à tous ou qui méritent un petit peu de débat en fin de séance. Il y a une question qui a été posée que je vous signale de suite, préparez la réponse de Christophe Quétu sur est-ce que lorsque les travaux sont réalisés, la réflexion va jusqu'à l'étude de la faisabilité financière. Effectivement, c'est un point important, donc on y reviendra tout à l'heure. C'est peut-être un point aussi de différence entre les trois dispositifs. Du coup, je cède la parole de suite avec plaisir à Franck Buffetot, donc architecte, qui va nous présenter les ateliers révélation de Petite Cité de Caractère. Je vous laisse la parole, pareil. Présentation du dispositif, illustration par un cas concret à Mel, je crois, pour ce qui vous concerne, et comment accéder à ce dispositif. Merci Juliette. Donc, vous voyez, je suis architecte urbaniste et j'insiste sur le côté metteur en scène parce que les ateliers dont on parle sont bâtis sur cette double approche. Vous voyez, il y a des petits dispositifs qui sont mis en illustration, qui est de dire, on peut peut-être passer à la prochaine diapositive, qui est de se dire comment, avant de rentrer dans le fait de répondre sur des projets, etc., c'est implicitement d'aller trouver une ligne directrice qui fasse que tout à chacun puisse s'y reconnaître, ou en tous les cas, s'il ne s'y reconnaît pas, qu'il sache qu'à un moment ou à un autre, pourquoi il ne s'y reconnaît pas sur la question de la révélation du territoire, et en particulier tout ce qui est lié au patrimoine, parce que souvent, il peut y avoir des rétentions. On a vu quand on a commencé à réfléchir avec l'association Petite Cité Caractère en Nouvelle-Aquitaine, on sent bien il y avait un peu les deux camps, c'est-à-dire le patrimoine, c'est ce qu'on va mettre sous cloche, c'est ce qu'on va protéger, etc. On ne s'est pas forcément concerné. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, ces questions-là? Nous, on s'est beaucoup posé la question, et en particulier avec quelqu'un, Élise Macaire, avec qui je travaille beaucoup, qui est sociologue, architecte sociologue de formation, qui fait de la formation pour les architectes, les jeunes architectes, sur ce schéma que vous voyez ici, de partir d'abord du territoire avant de partir sur les problématiques qui peuvent apparaître, qu'on peut retrouver dans beaucoup de territoires, et éviter ainsi, et je veux offusquer personne, de dire éviter ainsi le copier-coller, c'est-à-dire d'avoir une vraie approche de comprendre quel est le territoire et en quoi il est singulier, parce qu'on a force à croire que chaque territoire est singulier, par le biais de son patrimoine, certes, mais aussi par rapport à la manière dont la culture s'est emparée de la culture inhérente à ce territoire. Quand je dis culture, ce n'est pas la culture au sens activité culturelle, mais la culture transversale, notamment par rapport à la géographie, différentes choses. Et puis, on a déroulé comme ça sur la question de dire, finalement, le projet, c'est une question de transformation. Merci Héloïse. C'est le fait de dire ce que vous voyez apparaître ici, qui apparaît sur la deuxième diapositive,
C'est-à-dire, les ateliers révélation, ils arrivent à un moment précis dans un processus. Alors que nous, on a appelé ici le plan global de révélation, vous voyez, sur le troisième encadré, qui est par rapport à la réflexion, vous venez, Petite Ville de Demain, qui est sur le projet de territoire. Pour nous, c'est quasiment les mêmes contenus. Et la base de notre travail, elle est passée sur la question de la mission exploratoire. C'est des choses qu'on a déjà testées dans beaucoup d'endroits depuis qu'on travaille. C'est se dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, finalement, si nous, ensemble, que ce soit élus, que ce soit habitants, si on essaie de comprendre qui on est et de comprendre les enjeux et les leviers, et autre élément qu'on vient ajouter dedans et qu'on met dans le cadre de ces ateliers, qui est un peu les objectifs des ateliers, c'est de définir le récit commun. C'est définir le récit commun, ce n'est pas une histoire qu'on invente, même si on parle de récit fictionnel, c'est de se dire, mais en quoi ce territoire, il a quelque chose à nous raconter et qui peut nous nourrir les uns les autres et le mettre, entre guillemets, à la source contemporaine. C'est-à-dire, ce n'est pas de revenir en arrière en disant, tiens, il y a une légende qui est intéressante, on va s'appuyer là-dessus, etc., on va créer une histoire. Non, il y a un substrat qui est là, qui est complètement différent. Aujourd'hui, on est à peu près sur les ateliers de révélation. On est arrivé à une 32 ou 35 communes qu'on a sollicitées, soit en Nouvelle-Aquitaine, soit en Bretagne, soit en Rhône-Alpes, pardon. Et il n'y en a pas une seule qui est pareille dans la question de cette base du récit commun. Et de ce récit commun, on arrive à impulser ce qu'on appelle une traduction pour arriver sur ce projet de territoire. Et les ateliers s'arrêtent un peu là. C'est-à-dire, une fois qu'on a défini dans ce cas des missions, et ça sert de base aussi pour tous les cahiers des charges qui peuvent être portés sur réflexion, espace public ou autre, qu'on a défini un peu l'impulsion autour des récits communs, alors on a les éléments inhérents, mais on va voir sur Mail ce que ça a pu générer. Donc, vous voyez l'élaboration du programme d'action. Et avant de passer à la prochaine diapositive, vous voyez, ce qui est noté, c'est tester, partager. C'est des éléments qu'on met en place dans les ateliers de révélation, on va dire nouvelle génération sur PCC Nouvelle-Aquitaine. C'est se dire, plutôt que d'aller trop vite dans la question de l'élaboration du programme d'action, et si on testait certaines choses avant qui permettent de renourrir le récit commun. Ça permet de vérifier, ça permet aussi d'amender le projet de territoire et de retravailler un peu les curseurs pour les élus en disant « Ah oui, c'est autour de ça que tout le monde se sent concerné, qu'on peut impulser ». Ça peut vous paraître très conceptuel, mais on verra dans un élément de détail. Alors, ces ateliers peuvent… On peut passer à la suivante, Héloïse, merci. Peuvent surprendre. Ils sont en 3 temps. Un premier temps qui est de préciser les bases de la ligne directrice et puis la mise en synergie. Vous avez quelques images qui sont sur des dispositifs qui peuvent paraître classiques. Souvent, pour ma part, très mise en scène. Mon côté metteur en scène, souvent décalé. C'est-à-dire que l'atelier que vous voyez ici à droite, qui a été fait en Auvergne, on passe 1h30 où on ne parle pas de la commune. Et ça déstabilise beaucoup les gens. Beaucoup ceux qui participent. Et c'est se forcer d'avoir ce recul plutôt que d'être auto-centré et assez nombriliste sur disant mais j'ai ça, c'est absolument ça qu'il me faut, de prendre ce recul qui est force. Et ça nous permet d'aller, notamment en fin d'atelier, d'aller rechercher justement ce qui constitue, en comparant avec d'autres territoires, vraiment la singularité. Le deuxième temps, alors lui permet de faire émerger le récit commun, il vérifie un peu ces singularités qu'on a fait apparaître et il commence à esquisser la traduction du récit, c'est-à-dire quelle influence ça peut avoir. Vous verrez sur Mail, on a parlé d'effervescence. Sur un autre endroit, c'était, pour vous dire, la base du récit à Nanteuil, c'est le bruit de l'eau qui court sur l'image. Et ça a permis qu'à partir de ça, les habitants disant, tiens, ces questions-là, ça me parle. Comment, moi, habitant, je peux m'emparer de ça. Et à ma manière, je peux raconter le territoire. Et non pas laisser ça uniquement aux architectes que nous sommes, que ce soit aux gens qui sont habitués à parler du patrimoine, mais comment, à notre manière, on en parle et comment, sur le quotidien, on a en même de pouvoir révéler ça. Donc ça, c'est un élément important. Ce deuxième temps, il est plus complexe à chaque fois. Néanmoins, il permet de mettre en place la méthodologie sur laquelle, en fonction des spécificités des territoires, on a des habitants qui peuvent avoir des approches différentes, comme le cas ici en Auvergne sur Hérisson, des groupes qui étaient vraiment en tension les uns les autres et qui sont aperçus qu'ils étaient anti-patrimoine et s'apercevoir qu'avec le deuxième temps d'atelier, on a réussi à les mettre ensemble pour pouvoir discuter, dire mais finalement le patrimoine, ce n'est pas quelque chose qui se conserve et d'aller au-delà là-dessus. Et le troisième temps, il est sur une évaluation de ce qu'on a fait, voire de bien vérifier si c'est bien ça, sur lequel l'impulsion qu'on peut amener sur cette mission exploratoire, et puis d'avoir un prolongement qui sont contextualisés. Retour d'expérience entre les communes qui peuvent être concernées, d'autres communes en même temps, et puis de mettre en place la méthodologie qui va être propre à chaque territoire.
en s'appuyant peut-être sur les chefs de projet lorsqu'il y en a, sur les élus qui sont là, pilotes, etc. Donc, les ateliers de révélation sur mission exploratoire, vous avez compris que l'objectif pour nous, c'est d'aller chercher ce petit récit de territoire et identifier ce qui sera au cœur du récit. Alors, ça ramène à poser bonne question. Vous voyez, c'est écrit, c'est la prise de conscience que le territoire se transmet. Ça, c'est un élément important, c'est-à-dire même si j'ai vu quelque chose sur un autre territoire, là, je viens habiter sur ce territoire. Et c'est ce qui pose la question qui va suivre, c'est comment l'approche par le récit de territoire questionne le rôle de chacun, à la fois pour l'élu, c'est-à-dire quel est son rôle là-dessus, comment il devient médiateur et garant du processus, montrer que le patrimoine n'est plus inaccessible et réservé à quelqu'un, mais justement à tout le monde, même du patrimoine immatériel, et on travaille beaucoup sur cette question-là du patrimoine immatériel, d'ailleurs ça fait apparaître ça. Et puis aussi, et surtout, c'est ça qui est important, c'est on réinvente aussi les manières d'habiter, dont tous les aménagements ou les formes urbaines qui peuvent en induire sont la trace et le récit là-dessus. C'est-à-dire que là où on peut avoir des lotissements, on a travaillé sur Moléon sur la question d'un nouveau quartier d'habitat, c'était surtout pas de faire un lotissement, c'était en face de la cité castrale de faire quelque chose qui puisse être un prolongement de ces éléments-là. Et les élus se sont vraiment emparés de cette question. Si on peut passer sur la suivante. Pardon, je suis allé un peu vite, Héloïse, pardon. Et donc, et on peut revenir sur la précédente, Héloïse, excusez-moi. Oui. Vous voyez, donc les schémas qui sont à côté, notamment sur Château-Larcher, on le voit à droite. Notamment, il y avait l'exemple sur les parcs, ce que Fabien a présenté tout à l'heure. On mène aussi des ateliers workshop en prolongement, justement, Château-Larcher. Après les ateliers de révélation, on a amené les ateliers workshop et qui a permis, avec les étudiants, d'aller compléter le récit avec leur vision à eux, dont tout le monde est entré. C'est-à-dire, d'un premier récit, on est passé sur un deuxième. Et aujourd'hui, c'est la base pour les élus d'aller, cette noix que vous voyez représenter, c'est casser la noix du patrimoine, c'est pour dire aujourd'hui qu'est-ce que ça représente, alors qu'on a un fort investissement des habitants sur Château-Larcher, c'est pas moins de 25 personnes quand ils font quelque chose, etc., etc. Une fête médiévale, c'est 180 bénévoles, donc vous voyez, ça génère des choses quand même intéressantes. Donc on le prend par ce biais-là. Je veux bien, Héloïse, excusez-moi, de passer à la suivante. Donc, pour un exemple concret, c'est mail et prolongement. Le prolongement, vous voyez deux petits points d'effervescence, ça c'est sorti justement comme une effervescence, c'est sorti des ateliers révélation. Et c'est intéressant quand Mel s'est posé la question de profiter de ces ateliers-là, enfin profiter dans le bon sens du terme, c'est que le maire cédait sa place et que la nouvelle équipe commençait à, sans être élus, hein, ils anticipaient un peu sur ces questions-là, mais il n'y avait pas beaucoup de mystère dans l'affaire. C'était de se dire sur la question de l'effervescence, en disant on a eu beaucoup de chance, nous, on ne s'est pas posé de questions, on a été petite cité de caractère quasiment sans rien faire parce que le patrimoine était là. Donc on a dit on veut de petite cité de caractère, la commission passe, ils sont petite cité de caractère, c'était il y a une douzaine d'années. Et là, ils se sont posé la question en disant mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On a une scission entre la cité même patrimoniale et puis au jour où ils sont en train de se rassembler, 4 anciens bourgs qui viennent avec la cité faire une seule et même grande commune. Et avec ces bourgs qui se disent, bah ouais, mais nous, la petite cité, on ne se sent pas concerné sur l'affaire. On ne se sent pas concerné, c'est-à-dire on va être oublié. Et l'atelier a permis ça, de se dire, mais il y a une vraie effervescence culturelle sur ce territoire. C'est ce qui est ressorti des ateliers, c'est-à-dire vraiment sur l'immatériel, et comment ça permet de profiter à la fois aussi aux bourgs qui sont sur le reste. C'est-à-dire que la méthodologie employée sur la cité de caractère doit être employée aussi sur les bourgs, et donc chacun va habiter ce territoire. Donc les points, vous les voyez, c'est à la fois, et ça, il n'avait pas mis en place, c'est-à-dire, c'est quoi mettre en scène aussi la cité, par où on arrive, c'est tout bête, mais par où on arrive, qu'est-ce qu'on découvre, plutôt que de venir mettre sa voiture directement sur la place centrale. Le deuxième point, la place requalification du lieu de l'effervescence quotidienne, c'est-à-dire mais comme un usage sans se poser plus que ça, alors que ça a autre chose à raconter. La cité patrimoniale, il se pose la question de dire ça devient un quartier culturel créatif, c'est un élément fort, alors qu'aujourd'hui elle est un tout petit peu désertée par les habitants. Et puis, autre élément avec la nouvelle équipe, c'est l'expression des citoyens. Et ça a déclenché vraiment sur ce qu'ils voulaient déjà engager en disant, mais ces formes d'ateliers qu'on a amenées là-dessus, oui, c'est certainement ce sont formes de dispositifs qu'il faut continuer après dans nos projets de territoire. Alors, en guise de conclusion, ça, c'était les termes qu'utilisent ceux qui accompagnent sur la cité de Mel, c'est de dire, mais quel est le récit apporté sur la cité de Mel? Il est certainement multiface. Plutôt de se dire, on a un récit commun où tout le monde en emmène. Non, là, il y a une succession de récits qui peuvent être vraiment très patrimoniaux, historiques, etc. Et puis, on a des récits contemporains avec les jeunes étudiants qui sont là. Comment est-ce qu'on arrive à trouver par un récit lien la question de ce multiface et ses usages? Alors, dans ces éléments-là, sur la méthode de travail, c'est la diapositive qui suit, Louise, merci, ils souhaitent, alors ça c'est le résultat qui était
ces éléments, pardon, je suis allé un peu vite dans la démonstration, mais ces éléments autour de ces ateliers nous a permis de sortir un document qui sont les prémices d'un guide pour le projet de territoire. Vous voyez, un peu avec une spatialisation et aussi les leviers et les objectifs. Alors, c'est évidemment pas les objectifs d'un projet de territoire, parce que c'est vraiment, vous imaginez, ces 2 ateliers de 2 fois 3 heures, donc on ne peut pas sortir un projet de territoire comme ça, ça serait trop beau, en vraiment 2 fois 3 heures. Par contre, ça pose les bases par rapport au récit. Voilà quel est l'objectif qui pourrait correspondre et quelques actions, on va dire, c'est plutôt des libellés, des items qui pourraient venir, ces éléments-là, et à venir croiser après avec tous les enjeux, toutes les problématiques qui pourraient être posées. D'ailleurs, dans le schéma tout à l'heure, c'est bien une fois qu'on a cette base-là, comment est-ce qu'on peut se servir de tous les outils qui sont à disposition dans le cas de petites villes de demain, dans le cas de petites cités de caractère, dans le cas de schéma de revitalisation, etc., etc. Donc ça, c'est un guide dont ils peuvent s'emparer pour nourrir ce qui suit après. Oui. Donc peut-être, si je peux me permettre, oui. encore 1 ou 2 minutes et puis on va je termine. C'est parfait. Juste pour Mel, pardon, c'est de dire, de l'aborder dans la méthode de travail, c'est de dire de trouver des dispositifs d'implication pour du faire ensemble. Et, donc, ils font partie de l'accélérateur de projet. Et là, ils ont mis en place Ménoplage. Donc, nous, on accompagne, moi j'accompagne en complément en tant qu'observateur. Et c'est certains acteurs qui sont acteurs d'une partie du quartier pour dire sur une soirée, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut inventer, comment peut devenir le quartier. Et pour vous dire, en information, dans le cadre des journées du patrimoine, il va y avoir une restitution, justement, ce qui a été impulsé, prononcé par les habitants sur ce quartier, qui n'est pas un quartier facile, justement, au cœur du quartier culturel créatif dont ils ont parlé. Voilà. Merci beaucoup, Franck, pour cette intervention très riche. Et merci à tous nos intervenants. Alors, il y a eu beaucoup de questions tout au long de ces interventions et merci à vous tous d'avoir joué le jeu de répondre au fur et à mesure. J'ai quand même noté des questions un peu systématiques et j'ai l'impression qu'ils s'adressent à tous les 3. Du coup, je vais vous les poser et si ça vous va, je vous propose de jouer le jeu de répondre avec 1 mot ou 2 de manière très brève, juste pour bien comprendre. Alors, il y a un premier point très clair qui était quelle sélection, c'est-à-dire par rapport à toutes les personnes qui vont vous solliciter en disant c'est formidable, c'est ça dont j'ai besoin pour amorcer ou pour enrichir le travail engagé sur mon territoire. Quelle est la sélection? Est-ce qu'il y a une sélection ou pas? Et quelle est sa pression de sélection? Je ne sais pas, peut-être Sarah en premier? On n'entend pas, zut, mauvaise pioche. Fabien, du coup, le temps que Sarah reconnaisse. Oui, vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci. Concernant la question de la sélection, nous, on avait un comité de sélection avant qui sélectionnait des projets. Aujourd'hui, nous, on accompagne plutôt les petites villes dans le dépôt d'une candidature. Mais si on accompagne les petites villes dans le dépôt, ça veut dire qu'on va tout faire pour qu'elles passent. Donc, entre guillemets, il n'y aura pas une sélection trop dure, quoi. Ok, Notre merci, objectif, c'est que Fabien. tout puisse se faire. On partage l'objectif. Voilà. Sarah, avez-vous retrouvé votre micro? Vous m'entendez toujours? Ah si, c'est bon. C'est bon. Alors, nous, à partir en fait, de la candidature qui est faite entre les collectivités et la DDT, on étudie au cas par cas, on fait des allers-retours et on sélectionne les candidatures comme ça. Voilà. Merci. Moi, Donc, une forme de co-construction avec la DDT, si je peux me permettre. C'est ça. Super. Je vous propose que ce soit Laurent Mazurier qui réponde sur cette question-là, parce qu'on a échangé tout à l'heure ce matin à ce sujet. Donc, je lui laisse la parole. Très bien. Laurent, êtes-vous là? Mais oui. Toujours là. Alors, pour les petites cités de caractère, je vous avoue qu'on avance un peu à vue parce que c'est tout nouveau pour nous d'ouvrir ce type de proposition justement à des communes hors du réseau et on ne mesure pas encore l'intérêt que nous allons ouvrir ou solliciter dans le réseau des petites villes de demain. Donc, quand on a mis dans l'offre de proposition Petites villes de demain cette proposition, on a mis une référence à accompagner 10 territoires par an, mais c'est une base et on adaptera et on verra en fonction du nombre de sollicitations que l'on reçoit. Très bien, merci beaucoup. Du coup, il y avait une autre question, je pense, qui concernait vous 3 aussi, qui était finalement, au-delà des idées, des mises en récit, qui sont, je vous rejoins tout à fait,
Franck notamment, sur l'enjeu majeur que ça recouvre pour réussir une revitalisation de villes et territoires. Mais très vite, on arrive quand même à est-ce que ce projet il est viable ou pas, combien il coûte, quel est le montage. Est-ce que dans ces dispositifs, on va jusqu'à l'étude de la faisabilité financière des projets qui ressortent ou pas? Pareil, on va prendre dans l'ordre, Fabien, peut-être. Oui, donc nous, la réponse, c'est non. On ne va pas jusqu'à la faisabilité financière, peut-être c'est ce qui va nous distinguer. Et je dirais même qu'il ne faut pas y aller, parce qu'à ce stade de la réflexion, les ateliers hors les murs, ils permettent plutôt de s'extraire des contraintes qui sont liées aux questions budgétaires, qui d'emblée peuvent conduire au rejet de la plupart des projets. Donc le but, c'est de rêver un petit peu, et quand on exclut toute logique de chiffrage, on met plutôt à profit la lecture de terrain qui est menée par les étudiants. Merci Fabien. Sarah, je suis désolée, c'est un peu martial comme approche, mais comme ça. Alors, nous, ça dépendra des sujets. Sur des sujets assez simples, on le fait souvent, puisque c'est des équipes de professionnels, architectes, urbanistes, qui peuvent le chiffrer. Par contre, si ça demande des études plus poussées, par exemple, je pense à des trucs très techniques de risque inondation, des choses comme ça, là, à voir. Merci Sarah. Alors, je ne sais pas, Franck ou Laurent qui souhaite Oui. répondre à cette question. C'est non. C'est non, parce que c'est vraiment des ateliers très, très éclairs. Et puis, c'est vraiment pour impulser, vous avez vu, si vous vous souvenez le schéma qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire on est à l'approche pour rentrer après dans le projet global du territoire, mais ces éléments, il faudra toujours vérifier, mais c'est d'abord prendre de la hauteur. Après, quand ça prolonge dans les réflexions, comme on fait sur d'autres territoires. Alors oui, après, mais c'est d'autres formes d'études et d'autres formes d'approches qui sont au-delà du dispositif dans le cadre des PCC. Merci Franck. Je vous rassure, je vous avais bien écouté, mais je m'applique à poser les questions. C'est pas pour vous, je le disais. Également, il y avait une question qui était ressortie, pareil, je pense que je trouve que ça éclaire bien aussi justement en fonction des besoins des élus qui pourraient être intéressés par vos dispositifs pour bien calibrer quel est ce qui correspond à leurs attentes. Il y avait une question qui était posée finalement, est-ce que ces ateliers, puisque les trois s'appellent des ateliers, sont sur la ville, sur le centre-ville, ou peuvent s'étendre au territoire, voire à plusieurs villes. Donc, quelle est l'échelle en fait privilégiée pour ces actions? Fabien, je vous laisse. Dans le même ordre, oui. Pour les ateliers hors les murs, a priori, alors ça peut se faire à l'échelle de la commune, mais nous, ce qu'on privilégie avant tout, c'est l'échelle du bassin de vie. On a déjà fait des ateliers à l'échelle d'intercommunalité, comme à l'échelle d'une vallée, par exemple. Ça peut être une entité géographique ou paysagère, mais on privilégie toujours le bassin de vie. Merci. Sarah, du coup. Oui, pour les ateliers des territoires, donc tout dépend du pilote en fait. On peut avoir des pilotes qui sont des communes comme des EPCI. Et en fait, il ne faut pas que la taille soit trop grande parce que c'est évidemment des ateliers très courts, donc il faut que ce soit assez rapide à s'approprier. Mais par contre, la réflexion, elle est toujours, même si elle est à l'échelle architecturale, elle est toujours à l'échelle du territoire. Donc, elle sera toujours à l'échelle de l'EPCI au maximum. Merci, Sarah. Pour ce qui me concerne, on se pose, quand on mène l'atelier, on ne se pose pas trop la question si on est à l'échelle de la cité ou l'échelle du territoire. C'est ce qui est annoncé. Après, par rapport au dispositif lui-même, c'est un des sujets dont on a abordé aussi avec Laurent là-dessus. C'est vrai qu'il faudra réfléchir si à un moment ou à un autre, c'est 2 ou 3 cités ou 2 ou 3 communes qui veulent réfléchir en même temps, alors d'adapter certainement le dispositif en conséquence, quoi. Mais c'est réagir plutôt là aussi en fonction de la particularité. Parfois, ces enjeux de paysage, comme Belle, par exemple, c'est la cité plus 5 bourgs qui étaient dans l'approche, quoi. Et d'autres, c'est plutôt, ça va être juste la partie intramuros avec les remparts à l'intérieur des remparts. C'est en fonction par contre, là, la spécificité du territoire. Merci beaucoup. Et puis, une dernière question que je vois arriver, qui en plus annonce derrière plein de choses, et la suite, parce qu'on voit bien finalement que ces ateliers vont permettre d'émerger des projets rêvés, parfois qui peuvent, l'idée d'ouvrir vraiment les regards et
les envies en s'affranchissant des contraintes de prime abord budgétaires, comme l'évoquait Fabien, de travailler sur le récit, comme l'évoquait Franck, et puis sur l'atelier des territoires où on peut être sur des objets plus précis aussi, ou pas. Enfin là, ça dépend vraiment de vous. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire une fois que l'atelier est terminé, comment on transforme l'essai, comment on est accompagné. Alors, il y a bien évidemment, c'est pour ça que je voulais poser un petit peu de contexte en introduction, possibilité finalement de prendre le relais. Dans le cadre du pilier ingénierie du programme, vous allez pouvoir bénéficier d'accompagnement de manière globale, que ce soit via bien sûr le chef de projet qui est évoqué, mais même d'autres de missions d'accompagnement de plus ou moins long terme. Mais une question pour vous trois, est-ce que dans vos dispositifs, il y a possibilité d'avoir un approfondissement, un deuxième dispositif qui s'enchaîne? Alors là, je vais commencer par Franck parce qu'il en a déjà un petit peu parlé dans sa présentation. On va prendre à l'envers du coup. Alors, c'est vrai que c'était au niveau PCC Nouvelle-Aquitaine, la question s'est posée et a été mise en place, c'est-à-dire d'avoir un deuxième accompagnement qui permette notamment de partir sur l'expérimentation pour dire comment est-ce qu'on fait, comment on s'empare de ça, quelle est la méthode qu'on utilise, etc. Juste pour compléter, aussi, ça peut être des échanges, justement, on voit sur des communes comme Mauléon qui ont déjà à l'intérieur de leur staff technique des gens qui peuvent prendre le relais et continuer, qui s'en servent pour étayer leur cahier des charges pour aller compléter sur des études ou même sur de la réalisation préopérationnelle, très clairement, ou même dans le cas de dispositifs artistiques, avoir une commande très précise pour recruter une compagnie artistique pour aller venir nourrir le récit, entre autres, etc., etc. Donc, il y a vraiment plusieurs cas de figure et celle de Nouvelle-Aquitaine, c'est celle aujourd'hui à proposer de dire il y a une expérimentation possible et il y a un accompagnement qui est possible. Dans le cas présent qui nous est confié, mais ça peut être de prendre relais comme les partenaires, comme les CAUE ont pris le relais sur certaines choses, notamment pour aider sur les espaces publics en disant en fonction de ce qui a été fait, nous on va s'en servir pour nourrir et les partenaires s'en servent là-dessus. Je prends le CAUE, mais ça peut d'autres formes en fonction des territoires. Ouais. Tout à fait. Merci Franck. Sarah, je ne sais pas, peut-être sur les ateliers des territoires, une fois qu'on a eu l'atelier des territoires flash et qu'on y a pris goût, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Nous, la réponse est plutôt non. En fait, une fois que l'atelier a eu lieu, en fait, on laisse au territoire le choix ou pas de se saisir de cette feuille de route et de cette stratégie. En fait, c'est pour ça que l'implication de base à l'atelier est très importante parce que plus on aura d'acteurs impliqués, plus ce sera facile de continuer la stratégie. Merci beaucoup, Sarah. Fabien? Moi, je dirais que ces ateliers, ils ont les résultats qu'on a pu avoir de ces ateliers, c'est qu'ils permettent d'orienter les investissements. Après, une fois que les étudiants sont partis, entre guillemets, on passe un petit peu le relais au territoire. Pour autant, il est arrivé à plusieurs reprises qu'on organise des ateliers hors les murs sur une même commune, sur un même territoire, donc plusieurs années consécutives. Avec d'autres écoles, pour préciser un petit peu le diagnostic, par exemple, on était parti avec des architectes et des urbanistes sur une commune du Haut-Languedoc, et puis ensuite, ils sont revenus avec des architectes et des compagnons du devoir. Donc, ils ont décliné d'autres compétences, on va dire. Merci beaucoup. Ça sème plein de graines qui, en général, grandissent assez rapidement. Merci beaucoup à vous tous d'avoir joué le jeu. Je suis désolée, j'ai été un peu dirigiste sur cette partie de questions-réponses, mais c'est l'exercice qui veut ça. En tout cas, merci beaucoup pour la richesse de vos interventions. Je qualifiais ces trois dispositifs d'atelier de pépites. Je maintiens mon appréciation. On espère vraiment que ça vous aura donné envie, en tout cas, d'aller creuser dans quelle mesure ça peut venir alimenter les démarches que vous entreprenez dans vos territoires. N'hésitez pas à poursuivre la discussion avec les partenaires qui étaient présents aujourd'hui autour de la table. Et puis, comme je l'évoquais, l'école de Chaillot qui est également à votre disposition, qui est un quatrième dispositif qui est assez complémentaire. On vous fera un petit récapitulatif de ce petit jeu de questions-réponses croisées pour vous aider à bien vous y retrouver parmi tous ces ateliers qui finalement recoupent, on l'a vu, des objectifs et des façons de faire différentes, mais qui servent tous un projet de territoire, un projet de ville associant l'ensemble des parties prenantes et permettant vraiment d'aller plus loin dans la réflexion et de la construction d'un récit commun.
Et puis voilà, on est vraiment très, très heureux que le partenariat dans le cadre de Petites Villes de Demain avec la Fédération des parcs, le ministère de la Transition écologique et Petites Cités de caractère vous permettent finalement d'y avoir accès, même si vous n'êtes pas dans le réseau encore de Petites Cités de caractère ou pas non plus dans l'enceinte d'un parc. Donc, pour finir, vous trouvez le lien vers ces dispositifs et comment aller plus loin sur la plateforme Aide Territoire, qui est la plateforme que nous utilisons dans le cadre du programme Petites Villes de Demain pour vous mettre à disposition des précisions sur l'offre de services. Et encore une fois, le programme Petites Villes de Demain, c'est votre programme. Nous sommes un large collectif de partenaires qui nous mobilisons pour vous, pour essayer de vous accompagner au mieux. Et on a vraiment besoin de vos retours, que ce soit sur le fond, sur la forme, sur les attentes que vous avez. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter, à nous faire part de vos retours positifs, négatifs, mitigés. On prend tout et on est toujours très heureux de vous lire et puis de vous rencontrer puisqu'on peut enfin se déplacer et se voir. Le programme Petites Villes de Demain, c'est aussi son club dont la programmation jusqu'à décembre est parue hier, qui vous a été diffusée par l'Infolettre. Donc, si vous n'y êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et les prochains rendez-vous sont le 24 septembre, un webinaire de décryptage du nouvel appel à manifestation d'intérêt démonstrateur de la ville durable qui nous semble particulièrement opportun si vous souhaitez vous en emparer. Et également une nouvelle semaine thématique qui commencera le 4 octobre à 17h30 au sujet de la revitalisation commerciale. Encore un sujet largement imbriqué aux enjeux patrimoniaux, habitat, mobilité qu'on a déjà eu le plaisir d'aborder avec vous, mais on souhaitait prendre un petit peu de temps, une semaine en l'occurrence, pour creuser ces sujets. Donc merci encore beaucoup aux intervenants, aux participants dans cette salle virtuelle pour votre fidélité. On se retrouvera peut-être le 25 octobre pour les prochaines rencontres des Petites Villes de Demain. En tout cas, je serai heureuse de vous voir et je crois que je parle au nom de toute l'équipe de la direction de programme de pouvoir échanger de vive voix avec vous. Et puis, il me reste à remercier, comme toujours, mais très sincèrement, Héloïse Thibault, donc responsable du Club Petites Villes de Demain au sein de la direction de programme et qui vous concocte tous ces événements. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.